Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec l'ami Ker, nouvelle vidéo, nouveau setup, ou plus précisément ancien setup, on refait du neuf avec de l'ancien. Et oui, comme certains l'ont pu le voir dans les dernières vidéos, j'étais dans un petit congé paternité et du coup, il n'y a plus la place à la maison. Il fallait revenir dans, on va dire, la Cult & Click Mansion. Et c'est pour ça que c'est très sympathique de vous revoir. On a dû remonter tout le setup avec Daniel à la réalisation, pendant que Ker, lui, était tranquillou bilou chez lui, en train de profiter de son manoir sur 4 étages en Picardie. On l'appelle Monsieur Ker, Lord Ker, ou encore le grand propriétaire terrien Ker. Comment ça va ? Mais un manoir qui ressemble un peu à Renault en Picardie, forcément. Bah écoute, ça va mon cher Greg. Je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo news et j'aimerais commencer cette vidéo, si vous le permettez, par un petit aparté pour rendre hommage à mon chat, Philou, qui m'a accompagné pendant 19 merveilleuses années et qui nous a malheureusement quittés. Alors je ne vais pas faire dans le sentimentalisme, même si je tenais à en parler là. C'est que vous ne le savez pas, mais il était là à mes côtés pendant l'enregistrement de toutes les vidéos Cult & Click que j'ai fait ici à la maison. Sagement à mes côtés ou parfois dans le champ de vision. D'ailleurs, on le voit dans la dernière vidéo qu'on a sortie sur Nolan, passé au niveau de la porte. Parfois, il était monté sur le bureau, c'était rigolo, et on voyait sa queue apparaître, etc. Donc voilà, c'est la première vidéo Cult & Click que je vais enregistrer ici sans lui, juste là. Donc forcément, beaucoup de tristesse, mais c'est ainsi. Donc voilà, je voulais lui rendre hommage. Et puis, bah voilà. Voilà, mon cher. Et du coup, un petit message de remerciement à ce petit filou, parce que c'est, on le sait, sur Internet, ce qui marche, c'est pas nos gueules, c'est les chats, et on sait que les quelques fois où il est apparu, c'est ça qui a permis à la chaîne d'être boostée. Donc merci à toi, filou. Et du coup, mon cher Ker, eh bien, je te laisse faire le point pognon. Eh ben oui, alors le point pognon de la semaine, alors depuis la précédente vidéo, il s'est passé des choses assez marquantes aux États-Unis. On va commencer par l'énorme succès de Vice Versa 2. Dans la précédente vidéo, je vous avais parlé de son départ canon. Et ben là, Vice Versa 2 est tout simplement le premier film milliardaire de l'année 2024. Alors si on recontextualise, ce qui était leader jusqu'à présent, c'était Dune partie 2. Et Denis Villeneuve, dans une interview, quand on lui avait dit ça fait quoi d'être le réalisateur du film qui a eu le plus gros succès de l'année, il avait dit qu'il trouvait ça triste parce qu'en fait Dune Part 2 n'a fait que 700 millions de dollars et que c'est pas cohérent qu'arrivé en juin ce soit toujours le plus gros succès de l'année. Il disait c'est un mauvais signe pour le cinéma. Je trouvais que le discours de Denis Villeneuve était très juste. Et à la surprise générale, Vice Versa 2 est un immense carton. Alors certains visionnaires disent que bah non, c'était évident qu'il allait cartonner comme ça, alors qu'aucun des analystes ne le mettait à ce niveau-là. Le premier avait fait 800 millions, mais dans un contexte où Pixar va pas bien, où le cinéma globalement va pas bien, le carton de Vice Versa 2 était totalement imprévisible et complètement dingue, puisqu'au moment où on vous parle, il est à 1,2 milliard, et que là on parle d'une fin de carrière autour de 1,6, 1,7 milliard. En plus, il va profiter de l'été. Alors il a un gros concurrent, je vais vous en parler dans quelques secondes, dans les pattes, mais alors le succès de Vice Versa 2 est énorme. En France aussi, c'est un énorme succès. Alors en France, il doit faire face à un petit truc en plus qui sera nettement devant, mais Vice Versa 2 est un succès partout où il sort. Donc bravo à Pixar, et Vice Versa 2 s'est fait détrôner néanmoins. Donc il s'est fait détrôner pour sa 4e semaine, donc il a été en tête pendant 3 semaines. Il s'est fait détrôner par qui ? Par Moi Moche et Méchant 4. Donc décidément l'animation a le vent en poupe. Puisque le film a récolté donc, sur un week-end classique, son premier week-end classique, 75 millions de dollars. Mais si on élargit au fait que c'était le week-end du 4 juillet, donc un week-end de 5 jours, on a 122 millions de dollars pour les Moi Moche et Méchant 4, c'est énorme, puisqu'il s'est arrêté à 1 million de battre le record ever pour un week-end du 4 juillet donc aux États-Unis. Le record qui est détenu par les Mignons. Donc les Grous et Mignons, ça cartonne le 4 juillet. Et donc voilà, donc là, c'est énorme, très très gros succès pour Moi Moche et Méchant 4,
qui, on verra jusqu'où ça va monter, mais là c'est du lourd. Il est déjà donc à 122 millions en en un week-end de 5 jours, c'est vraiment beaucoup. Si on fait le bilan un petit peu aux États-Unis sur l'année, Vice Versa 2 est très largement en tête avec 500 millions de dollars. Dune est deuxième, Godzilla est troisième, enfin Godzilla X Kong, Kung Fu Panda 4 est quatrième. Bad Boys Ride or Die marche pas si mal que ça, figurez-vous. Et il pourrait même y en avoir un autre ensuite. Et puis on a déjà Moi chez Méchant 4 qui est septième. Et au niveau mondial sur l'année, donc je l'ai dit, Vice Versa 2 est premier de très très loin avec 1,2 milliard. Dune Part 2 est à 700 millions. Godzilla est à 560. Donc vous voyez, ça chute déjà très vite. Et alors dans les derniers trucs que je voulais vous dire, c'est que le film Sans un bruit, jour 1, donc A Quiet Place Day 1, a démarré aux États-Unis avec 53 millions de dollars. C'était le meilleur démarrage de toute la franchise Sans un bruit aux US. Il est toujours en troisième place, il est à presque 100 millions de dollars aux États-Unis, c'est solide. C'est bien plus que le budget du film, c'est nettement moins que ce qu'avait fait Sans un bruit à l'époque. Et au niveau mondial, il est à 178 millions de dollars avec des critiques plutôt mitigées. Moi, je l'attendais beaucoup et quand j'ai vu la tronche des critiques, mon cher Greg, j'ai été calmé. Et je voudrais quand même parler de deux autres films. Le premier, c'est la sortie de Maxine. Aux États-Unis ce week-end, qui a récolté 6 millions de dollars. C'est le film de T-West, la dernière partie de la trilogie X, Pearl et Maxine. Beaucoup de presse aux US parle de ce film qui apparemment déjà est très réussi. Moi j'ai hâte de le voir. J'avais beaucoup aimé les deux premiers et c'est vraiment cool qu'il y ait ce troisième et surtout que le film va sortir en France, ce qui n'était pas le cas notamment de X. Et le dernier pour lequel j'aimerais adresser un mot, c'est The Backriders de Nichols qui est un énorme flop. C'est le film avec Tom Hardy, avec Austin Butler et avec Jodie Comer sur les motards. Alors c'était pas un film qui était destiné à faire 400 millions de dollars au box-office, loin de là, mais il n'a pas trouvé son public, seulement 29 millions de dollars à travers le monde. Résultat, ils ont décidé de le sortir en VOD dans quelques jours, je ne sais plus là, ça doit être dans 2-3 jours au moment où on enregistre cette vidéo. Donc voilà pour The Backriders qui fait partie des échecs de cette année, dont Furiosa, qui est déjà sorti en digital, j'en avais parlé, qui est un énorme bid au niveau de l'année 2024. Furiosa qui n'a récolté que 171 millions de dollars au box-office, c'est pas le budget du film, et on en est très loin avec la promo. Donc le film va faire perdre beaucoup d'argent à la Warner en salle, ce qui fait qu'on peut imaginer que les projets de George Miller sur Mad Max risquent de prendre du plomb dans l'aile, ou alors on pourrait dire du plomb dans les pneus, et notamment le film avec Tom Hardy, on en avait parlé dans la précédente vidéo, mon cher Greg. Furiosa, étonnant échec, et très très violent. Moi je m'attendais pas du tout à ça. Voilà. Mais on rappelle pour ceux qui ne comprennent pas l'échec de Furiosa qu'à l'époque, Fury Road, qui avait des critiques absolument dithyrambiques de la presse, des spectateurs, etc., on pensait que ça allait être un raz-de-marée, et au final il avait fait moins de 400 millions de dollars. Donc c'était pas non plus à l'époque un incroyable succès. Je me fie quand même juste le montant pour pas dire une bêtise, mais les Mad Max n'ont jamais été des gros succès, notamment aux États-Unis. Donc voilà. Voilà, il avait fait 380 millions de dollars, donc c'était pas non plus complètement dingue, quoi. Voilà mon cher Greg, à toi. Jean-Michel, à toi. Du coup, moi de mon côté, petite news comme ça, vraiment toute petite news. Paramount, après avoir annoncé avoir fait plus de 500 millions de pertes, on dit qu'ils allaient couper pas mal de choses. Alors, ils ont annoncé qu'ils allaient supprimer pas mal de contenu du côté des chaînes de télé, Comédie Centrale, TV Land, CMT et aussi également qu'ils ont quasiment tout coupé sur les parties web de toutes les marques que je viens de vous citer. Donc, il n'y aura plus de contenu sur le site web de MTV, CMT, TV Land et Comédie Centrale. Ils ont également décidé de couper
pas mal de choses. Ils ont, et Kerr va vous en parler après, également remonté les prix. Et puis, en fait, c'est pas tout ce qu'ils ont fait. Ils ont décidé de fusionner. De fusionner avec qui? Avec Skydance. Skydance, c'est un nouvel acteur, en fait, dans le marché, vu que c'est une grosse boîte de production, mais qui date que de 2010. Donc, Paramount, c'est vraiment une des premiers piliers, en fait, des grands majors studios de cinéma. Si vous êtes curieux d'apprendre comment ils ont grandi au petit à petit, il y a un des livres de Frank Capra qui en parle très bien. Et donc, alors que c'est une société qui a énormément de pertes, pourquoi faire la fusion? Alors Skydance, c'est qui? Déjà, moi, j'étais curieux de voir quels étaient les derniers films qu'ils avaient produits. Il y a Family Plan, qui est sur Apple TV+. Il y a, alors, ils ont les Spy Kids, ils ont les derniers Transformers, ils ont Ghosted, ils ont leur gros succès, c'est Top Gun Maverick. Il y a aussi, ils ont coproduit Adam Project, Snake Eye, donc ça c'est dans la licence des G.I. Joe. Ils ont fait le Without Remorse avec Michael B. Jordan qui est sur Prime. Donc en fait, ils sont. Il y a une Mission Impossible aussi. L'émission Impossible, je croyais les avoir dit. Et évidemment, l'émission Impossible. Et Terminator. Ouais, ils ont quand même des grosses licences, hein, mine de rien. Ils ont produit des très grosses licences. Et d'un point de vue télé, c'est eux qui font Reacher pour Prime, c'est eux qui font Fondation pour Apple TV. Ils font Jack Ryan pour Prime encore. Donc en gros, c'est un très gros studio, mais qui n'avait pas d'endroit, qui n'était pas dans la guerre du streaming. Et en fait, le pitch, et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'une boîte comme ça va mettre plus de 500 millions, ils vont éponger les dettes, ils vont fusionner, ils vont racheter les actions. Donc c'est une opération qui, je crois, va leur coûter pas mal de milliards. Et en fait, quel est leur programme? Leur programme, c'est de faire 2 milliards d'économies. Donc, ils ont expliqué qu'ils allaient couper comme des gros gorées à tous les endroits où c'était pas utile. Donc, la plateforme Paramount Plus est une des plateformes, qui perdent de l'argent, puisqu'elles sont quasiment toutes dans ce cas-là. Et donc, ils ont décidé sans doute d'arrêter et d'économiser. Mais surtout, ils ont un discours qui, pour l'instant, est plus intriguant qu'autre chose. Ils expliquent qu'eux pensent que Paramount va être une cash machine. Pour l'instant, ça perd de l'argent, mais ça va être une cash machine, en y injectant beaucoup de nouvelles technologies. Et la question, c'est quoi? Parce que Paramount, c'est une grosse boîte de production de vidéos. Alors, ils possèdent des chaînes. Ils ont Nickelodeon, MTV, CBS. Comedy Central, CBS. Et du coup, en fait, la question, c'est en quoi des nouvelles technologies vont les rendre vachement plus rentables. Évidemment, le premier truc qui vient à mon esprit, c'est les IA. Mais écoutez, j'ai envie de dire, je suis très curieux parce que c'est un gros pari que d'investir autant. C'est vraiment le moyen poisson qui avale le très gros poisson. Je suis très curieux de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire de Paramount. Bon, clairement, il y a plein de zones qui vont se désosser. Ils ont déjà dit qu'ils étaient ouverts, ils ouvraient la porte à revendre des petits actifs. Donc il y a des chaînes de télé qui vont dégager, des sous-sociétés de production qui vont dégager. Ben voilà. Mais en quoi les nouvelles technologies peuvent sauver Paramount, ça, je suis très curieux. Et comme il y avait beaucoup de rumeurs de rapprochement entre Paramount et Warner, quid de la possibilité que Paramount Plus et Max, par exemple, fusionnent? On verra, hein. On sait que dans l'avenir, comme il y a beaucoup trop de plateformes, on va être amené à voir certaines plateformes fusionner avec d'autres et que ça va arriver plus vite qu'on ne le pense. Par exemple, on sait que potentiellement Canal+ va perdre Disney+ dans ses offres en 2025. Alors, c'est pas officiel, mais au niveau de la souscription de certaines offres, on ne voit plus apparaître Disney+. Et il y a beaucoup de... On avait parlé précédemment du fait qu'il y avait un bundle qui allait exister aux États-Unis entre Disney+ et la Warner, enfin Max. Là, on parle aussi de possibilités de gros bundles, on fait finalement le bundle qui correspondrait finalement qu'à une seule vraie grosse plateforme entre Disney, Paramount, Warner et potentiellement d'autres. Donc c'est peut-être là, mais ça serait le sujet peut-être d'une vidéo, mais qu'on pourrait voir un peu l'avenir des plateformes avec la constitution de tous ceux qui ont échoué, regroupés ensemble pour essayer d'aller faire face aux deux gros rivaux que sont Amazon et
et Netflix. On verra en tout cas. Moi, Paramount, mon cher Greg, c'est le sujet de mon point pigeon. Donc si j'ai le droit à un beau pigeon qui roucoule, je suis ravi. Croix. Excellent. Ben, vraiment, Et je me suis un hyper beau entraîné. pigeon. Ouais, magnifique. Le point pigeon, c'est pour vous dire que Paramount Plus, ça y est, n'est plus la seule plateforme qui n'a pas augmenté ses tarifs. C'est terminé aux États-Unis. Paramount Plus a annoncé une augmentation de ses tarifs qui fait grand plaisir à Netflix. Pourquoi ? Eh ben, Netflix, avec l'augmentation de Paramount Plus, possède l'offre avec sans pub la moins chère de tout le marché. Donc, voilà. Bravo Netflix. Et à propos de Netflix, sachez qu'on vous avait dit qu'il y avait l'offre standard qui était amenée à disparaître petit à petit. Donc l'offre standard, c'est l'offre basique avec un écran mais pas de pub. Un ou deux écrans. Un écran, je crois. Oui, un écran. Et ben sachez que là, les gens qui avaient cette offre-là commencent à recevoir un mail en disant attention, on va vous l'enlever. Choisissez soit la version avec pub moins chère, soit la version sans pub plus chère. Donc, on est toujours dans les augmentations de tarifs et invasion de pub dans tous les sens. Voilà, mon cher Greg, pour le point pigeon. À toi. Eh bien, après ton point pigeon, eh bien, on va faire sans doute ce qui va devenir le point IA, mon cher Car, parce que du coup, il y a des news et des news majeures toutes les semaines. J'ai un jingle sur le point IA. Ça la Connol. Oui. Voilà. Ceux qui ont la ref, vous avez la ref. Un Terminator qui a des gaz, quoi. Un truc. Bah non, c'est Terminator. Un vérin hydraulique qui relâche du gaz de méthane, quoi. Tu as pas la ref Terminator qui vient toquer à la porte d'Alain Chabat dans la Cité de la Peur si, et il mais demande ton Sarah Connor, il dit non, c'est à l'impression côté et après on l'entend. Que tu rajoutais des couches de complexité. Mais oui, du coup, puisqu'on parlait de méthane, alors YouTube lance un outil pour supprimer. Vous savez, quand il y a des problèmes de copyright. C'est un tournevis Il le lance sur qui l'outil? C'est dangereux, hein. Faut pas lancer les outils. Hein. Si c'est un marteau, tu peux blesser quelqu'un. Et du coup, eh bien, quand il y a des problèmes de copyright, où vous savez, parfois il y a des vidéos où on peut tomber sur YouTube qui n'ont plus de son du tout, parce qu'ils ont utilisé une musique dont ils n'avaient pas les droits, etc. Eh bien, YouTube lance un outil qui va permettre de supprimer uniquement la musique de fond. Alors, c'est à la fois un moyen pour eux d'être tranquilles des ayants droit. Il ne faut pas oublier que les ayants droit, ils disent « Ah, on se fait voler la musique », mais ils sont très contents de monétiser, de récupérer l'argent de la vidéo pour eux. Et donc, ça, c'est fini. Et pourquoi j'en parle ? Si, parce qu'il y a un moment où vous voyez un YouTuber qui se déhanche comme ça. Eh bien non, c'est pas parce que il a pété les plombs. C'est peut-être le son de Epic Size Guys qui a été retiré sans que vous vous en rendiez compte. Et du coup, ça m'amène à une conférence qui date d'il y a 4 mois. Donc vous me dites, qu'est-ce qu'elle fait dans les news ? C'est tout simplement ce que j'ai découvert cette semaine. Et c'est une conférence que Astier donne. Alors, c'est pas Astier qui l'organise, c'est une conférence de professionnels de l'audiovisuel. On vous mettra le lien en description. Et c'est une conférence de professionnels de l'audiovisuel qui se tient sur l'IA. Astier est présent et c'est un petit peu le point de l'auteur / réalisateur. Il y a un ingé son, il y a un responsable des trucages, enfin bref, il y a pas mal de beau monde. Et dans cette conférence, ils font un peu un point de l'état de l'utilisation des IA à aujourd'hui et dans les quelques prochaines semaines. Et dedans, alors moi j'ai fait regarder la vidéo pour faire ma petite veille et j'ai découvert, je pensais connaître déjà pas mal d'outils qui sont utilisés dans l'audiovisuel, mais en fait j'en connaissais même pas la moitié. Il y a des outils, il y a la personne qui vient surtout sur le son, c'est peut-être le plus marquant aujourd'hui, il montre qu'ils utilisent des IA pour faire les bruitages. Donc les bruiteurs, globalement, le métier de bruiteur, dans les 2 ans, ça a disparu. Il suffit juste de taper « je veux un éclair, son grave », il tape toutes les 3 secondes, etc. Et vous avez le son généré. Il y a également la version pour les doubleurs. Donc de plus en plus de sociétés sont en train de travailler sur le fait que... Donc c'est pour les plateformes de streaming, le but. C'est qu'en gros, un film est produit en langue française. Et en fait, du coup, plutôt que d'aller payer des doubleurs dans toutes les langues, eh bien, vous payez juste une société qui va créer en fait la version, qui va donner l'impression que l'acteur qui est français en fait
parle en anglais, parle en chinois, etc., en mandarin. Et du coup, en fait, le but, c'est d'essayer d'avoir du coup la voix du vrai acteur qui est donc entendu par tout le monde. À l'heure actuelle, évidemment, le jeu d'acteur n'est pas bon, mais en tout cas, le côté la voix, c'est bluffant. Dans l'entretien, il montre comment Astier, donc il fait apprendre à l'IA la voix de Astier, à qui il fait lire les audiobooks de Harry Potter. C'est vraiment bluffant. Alors, il n'y a pas toutes les intonations, mais par contre, c'est vraiment Astier qui lit comme ça Harry Potter. Après, il le fait aussi, il s'amuse à utiliser la voix de Sarkozy. Et on comprend d'ailleurs comment il fait pour faire la vidéo. Le youtubeur fait pour faire Donjon et Macron, une chaîne YouTube qui s'est lancée l'été dernier. Et du coup, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert évidemment donc à gagner de l'argent, enfin en économiser en ne payant pas tous les doubleurs, mais aussi le travail qui est fait est pour changer les mots. Donc, il donnait l'exemple par exemple, de Pulp Fiction, où en gros, au lieu d'avoir en permanence des termes qui sont utilisés grossiers, puisque c'est le langage de Pulp Fiction, eh bien à l'inverse, en fait, il faisait exprès d'atténuer, de transformer tous les mots qui sont un petit peu fleuris par des mots plus neutres. Et là, on peut imaginer, alors, Car me disait à quoi ça sert quand on était en off, et je lui dis, mais en fait, ça veut dire que si tu peux lancer une plateforme qui est en mode ici tout est blanc, vos enfants ne verront jamais rien d'un peu gris, les mots seront tous chatoyants et avec un langage soutenu, ça détériore complètement l'œuvre artistique. Enfin, Pulp Fiction, sans grossièreté, c'est pas Pulp Fiction. Mais le truc, c'est que techniquement, en tout cas, c'est faisable. Est-ce que vous vous abonnerez ou je m'abonnerai à ce genre de plateforme? Bon, moi, je pense qu'à titre personnel, pas du tout. Mais en tout cas, c'est à ce point-là qu'ils sont en train d'avoir des avancées sur l'IA à ce niveau-là. Après, il y a des aides. Il y a beaucoup d'IA d'aide, de soutien en fait au travail des techniciens. Typiquement, il y a des chefs décorateurs qui font des décors, ils font des fausses affiches générées par IA dans le décor pour que du coup ce soit libre de droit. Ils vont avoir par exemple des truquistes qui utilisent l'IA pour générer des objets en 3D plus vite, pour pouvoir faire des trucages plus rapidement. Et donc en fait on se rend compte que ça arrive très vite. Alors là je parle de notre domaine de l'audiovisuel et des films et des séries puisque c'est ce qui nous intéresse ici, mais après on sait que c'est vrai dans beaucoup de métiers. C'est en train d'arriver très fort dans beaucoup d'endroits. Et c'est vrai que c'est assez étonnant à quel point il y a à la fois une disparition purement et simplement de certains jobs. Et à côté de ça, il y a un vrai côté... il faut qu'une personne puisse faire le travail de 10 personnes plus rapidement et mieux. Et ce soutien est ce qui permet en fait aux techniciens très aguerris de passer plus de temps à peaufiner et faire de la qualité. Alors c'est évidemment un peu stressant de se dire qu'il y a des jobs qui vont disparaître et lesquels, mais en même temps, fait est que c'est incroyable toutes les possibilités qui sont en train d'arriver devant nos yeux. Est-ce que ça te fait réagir, mon cher Kerr? Moi j'ai le même discours que dans les vidéos IA qu'on a fait, c'est-à-dire que quand ce sont des IA qui vont aider les personnes mais sans... donc je m'adresse un peu sans leur faire perdre leur emploi, pourquoi pas, ça peut être utile, hein, bien évidemment. Quand ce sont des IA qui viennent massacrer des professions entières et mettre de nombreuses personnes au chômage, pour moi, il faut tout simplement soit les interdire, soit vraiment les réglementer au niveau international et prendre le problème vraiment au sérieux. On en a déjà beaucoup parlé, mais là, par exemple, tu vois, sur les doubleurs, mais j'ai envie de vous dire d'aller vous faire cuire un œuf. Moi, je veux garder les doubleurs français. C'est un vrai travail, ils le font très bien. Ils n'arrêtent pas de se faire bâcher non-stop, notamment sur les réseaux sociaux, alors qu'ils ne le méritent pas du tout. Moi, il y a de très nombreux doubleurs, j'adore leur voix, j'adore les retrouver dans certains films, dans certaines séries, faire le lien entre tel et tel acteur en disant tiens, lui, il double tel acteur et tout, etc. Enfin, moi, vraiment, c'est un métier que je défendrai encore longtemps. Et le fait de savoir que certaines séries que je vais regarder vont être, par exemple, si je les regarde en VF, vont être doublées par IA, mais moi, j'ai envie de le juste boycotter, en fait. Mais franchement, hein. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi que nous, on réagisse. C'est-à-dire, s'il y a vraiment
des catastrophes au niveau de l'emploi et la disparition de métiers et d'artistes qu'on apprécie à cause de ça. Mais il faut juste dire, mais les IA, non, stop, les utilisez pas, enfin, ou boycottez ceux qui les utilisent. C'est tout. Moi, sur les doubleurs, par exemple, ça m'énerve, vraiment. Et c'est pas que sur les doubleurs, hein. Tu vois, j'ai pas cité les bruiteurs parce que je connais pas tellement de bruiteurs, mais je pense qu'il y a des gens qui font très bien des bruits et qui méritent absolument pas de perdre leur travail. Donc Les frères, voilà, c'est tout. les frères Il y, a Kasparov. il y a une incohérence qui est totale. Ça fait des années qu'on nous dit l'IA va faire perdre un nombre incroyable de métiers et nous on est là en train de dire ouais, oh bah on verra. Mais non, en fait on verra pas, ça va réellement arriver. Donc soit tu réagis, soit, enfin je sais pas, on te balance une claque dans la tronche, soit tu dis je la prends dans la tronche ou on verra si elle arrive vraiment. Non, tu te baisses et tu l'évites. Bon bah voilà. Bah là c'est pareil avec l'IA, sauver les emplois, arrêtons de tout flinguer, hein. Bref, voilà. Les frères Mon cher Rodriguez. Greg, moi je Tu te pars. souviens des frères Oui. Rodriguez ou pas d'Elysée Moon? Techniciens du cinéma de père en fils, bruiteurs. Qu'est-ce que les frères Rodriguez? C'est eux les techniciens, les bruiteurs les Je plus me connus de rappelle. France. Mais du coup, pour réagir à ta réaction, elle est légitime. Elle est légitime. Le truc, c'est que la moitié des brevets déposés actuellement sont des brevets de Chine. Donc du Tu m'avais coup, même dit plus que ça. le truc, c'est que oui, Tu m'avais c'est dit quasiment 3/4. 60%. Et en fait, le truc, c'est que du coup, ça peut pas être un choix de la France tout seul dans son coin. Il faut que ce soit Mais un non, choix c'est niveau mondial. Et en fait, quand les développeurs de OpenAI ont fait, il y a un an, l'été dernier justement, une lettre ouverte en disant l'IA est tellement dangereux pour l'humanité qu'elle devrait être gérée avec le même type de contrôle que les bombes nucléaires, je pense que le message est tout à fait cohérent. Et que du coup, effectivement, il faut que ce soit le cas. Pour l'instant, c'est un peu mignon. Mais effectivement, c'est aussi dangereux, puisque si y a plein de jobs qui disparaissent d'un coup, l'économie va être fracassée, etc. etc. Donc, effectivement, mais ça peut pas être ni toi, ni moi qui le régulions à notre niveau en boycottant. On peut boycotter une plateforme qui nous plaît pas, et je vais en parler tout à l'heure avec ce qui s'est passé avec Adobe. Mais le truc, c'est que c'est pas que nous. C'est vraiment là, on est au niveau étatique, puisque c'est comment est-ce que les sociétés utilisent les IA. C'est pas juste car chez lui ou moi chez moi. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais on a réussi à légiférer sur le clonage. On a réussi à empêcher Ryan Johnson de refaire un Star Wars. Je pense qu'on peut réussir au niveau mondial à gérer les IA, non? Bah tu vois, c'est une bonne manière de voir les choses. Mais après, certains diraient que peut-être les dernières séries Star Wars ont été écrites par une IA. Mais bon, on ne sait pas. Et codé par Ryan Johnson. T'imagines le truc? Ils ont entraîné l'IA sur toutes les œuvres de Ryan Johnson. Ils ont dit voilà, le pinacle de la création humaine, c'est Star Wars épisode 8. Après, bon, un petit peu en dessous, il y a Star Wars épisode 9, c'est quand même un chef-d'œuvre. Et on va tout faire pour que les IA qui gèrent l'humanité soient basées dessus. T'imagines? Non, j'ai J'imagine. pas envie d'imaginer. Alors vas-y, puisque c'est l'été, les amis, bah moi, ma prochaine news, je vous emmène à la mer. Vous allez me dire, waouh, trop bien. Oui, puisque je vais vous parler de Dune. De Dune 3, le film donc de Denis Villeneuve, qui avance plus vite que prévu. Pourquoi? Parce qu'on vous avait dit que Denis Villeneuve voulait faire un film avant Dune 3, donc Dune le Messie, ou Dune Messia. Je dis bien en anglais, là, mon cher Greg, tu m'entendras. Si, Mais c'est pas ça, le cas. hein. Messiah, voilà, voilà, Dune Messiah. Figurez-vous que Denis Villeneuve a revu ses plans et il ne réalisera pas de film avant le prochain Dune. Du coup, du côté de la Warner et de Lionsgate, on a lancé le truc. Alors que ça, ma chère Daniel, c'est Dune Prophétie, c'est la série qui sort cette année sur Max et dont le trailer est diffusé si vous regardez House of the Dragon avant l'épisode House of the Dragon. Et moi, ça me donne envie. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup
beaucoup de pognon hein, dans la série. Mais sur Dune 3, donc Dune le Messie, on travaille actuellement sur le scénario et sur le casting. Et il y a même Lionsgate qui a booké une date de sortie. Et cette date de sortie, c'est le 18 décembre 2026. Et là, si vous êtes un maboule du calendrier des films, tout de suite, vous avez tiqué, vous vous dites 18 décembre 2026, mais il y a un Star Wars. Et donc, on a potentiellement un Dune 3 face à un film Star Wars, parce que c'est également une date bookée par Disney. Alors, ça n'arrivera pas, hein, et l'un des deux bougera. L'un des deux sera peut-être retardé, on verra comment ça, les choses se goupillent. Mais toujours est-il que Dune 3, donc, on le savait, était officialisé. Mais là, on sait qu'il arrivera un peu plus vite que prévu avec le changement de plan de son réalisateur Denis Villeneuve. À toi, mon cher Greg. Alors les petites news. Bon, Warner Bros. Financièrement, ça va pas bien. Bon, pas de surprise, hein, c'est vrai pour tout le monde. La société continue, je lis un article de la presse, continue de faire face à une dette élevée, environ 44,8 milliards de dollars. Alors, je sais que parfois des gens font des crédits à la consommation. 44,8 milliards de dollars, c'est une dette qui peut peser. Hein. Donc effectivement, quand Kerr dit va peut-être y avoir des partenariats entre la plateforme de Warner et d'autres, effectivement, ils en sont peut-être à un point où ils doivent se poser des questions. On enquille la petite news pour les fans. Je peux dire un truc sur Warner ? Écoute, moi ça me dérange. J'attendais le pas. Alors non, ce que je voulais dire, c'est que peut-être au moment où vous regardez cette vidéo, le problème est réglé. Mais vous savez peut-être que l'attribution des droits du foot français est un feuilleton incroyable qui donnera probablement lieu à une adaptation de série sur Netflix. Et dans les derniers épisodes là récents, on a la possibilité d'une chaîne menée par la Ligue et en partenariat avec Max, et qui serait disponible sur Max pour 27,99 € apparemment le prix qui a été avancé, comprenant donc les matchs de la Ligue 1 et l'accès au catalogue de Max. Voilà. Donc du coup, Max se fait parler, en tout cas, et essaye de venir dans le monde du foot français, comme l'avait fait l'année dernière Prime Video pour la Ligue 1. Et voilà, donc là, il y a... Bon, au moment où vous regardez, vous avez peut-être le verdict, mais là, il y a DAZN d'un côté, il y a la chaîne de la Ligue, on verra ce que ça va donner, peut-être Bein. Mais en tout cas, Max a fait parler d'elle, pas uniquement sur House of the Dragon et prochainement avec les JO, mais aussi avec cette offre pour la Ligue 1. J'enchaîne par deux autres petites news. Enfin, allez, une petite news et une news qui est rapide, mais qui, à mon avis, va plaire à beaucoup de gens. Godzilla va être, pour ses 70 ans, à l'affiche de pas mal de comics de chez Marvel. Et vous pourrez voir, c'est uniquement des phases de comics. Vous pourrez le voir en train d'affronter Deadpool, Immortal Thor, Wolverine, Spider-Man 24 et les X-Men. Entre autres, aussi Scarlet Witch, Fantastic Four. Donc du coup, et si Kerr, tu es fan de Godzilla et des kaiju, ce qui est le cas, n'hésite pas à aller voir ces couvertures parce qu'elles sont hyper stylées graphiquement. Ouais. Donc voilà, petite news. Deuxième news. Troisième news, certains auront même remarqué, qui est aussi rapide, mais quand même beaucoup plus intéressante. On est un peu au stade de la rumeur un peu confirmée, donc prenez ça avec une pincée de sel, comme on dit. Mais dans son dernier post de blog, George R. Martin, j'essaie toujours de mettre le plus de R possible. Et donc, fait des petits clins d'œil sur des rumeurs de l'adaptation du jeu Elden Ring potentiellement en film ou série. Et il dit je n'en parlerai pas. Et à côté de ça, il y a le directeur du jeu en lui-même, Hideta Miyazaki, qui lui aussi a dit qu'il espérait qu'il y ait une adaptation, mais pour qu'il soit suffisamment on va dire comment il a placé ça, pour qu'il soit suffisamment intéressé, il faudrait qu'il trouve un partenaire de production suffisamment solide.
Alors, pourquoi est-ce que, pour ceux qui ne savent pas pourquoi j'ai parlé de George R. R. Martin avec ce jeu, c'est parce qu'en fait, à la création de l'histoire du jeu, ils l'ont payé pour faire la création de l'univers, c'est-à-dire vraiment qui sont les divinités, à quoi ressemble ce monde, et de là, l'équipe de Miyazaki a travaillé. Donc, écoute, moi, j'ai pas fait Elden Ring, mais je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont fait le jeu. Qui devrait être content si ça se confirme. Et beaucoup de joueurs pestent sur l'incroyable difficulté du DLC. Moi, j'ai pas fait Elden Ring parce que Elden Ring m'aurait ravagé par sa difficulté, donc je ne m'y suis pas frotté. Par contre, moi, j'ai un mot à dire sur Martin, mais qu'est-ce qui me saoule? Il peut pas juste se concentrer sur Game of Thrones. On va attendre 50 ans le bouquin qui soit écrit par ses Alors, petits-enfants en se basant sur des notes trouvées ouais. dans un meuble. Alors, en fait, Non, mais sérieux? c'est tout à fait juste ce que tu dis. On avait fait une vidéo qui était. On a fait une vidéo, une news. Je crois que c'était une vidéo sur y aura-t-il un livre. Enfin, y aura-t-il. Les livres vont-ils sortir de la suite? Et il est fortement probable que le prochain livre sorte, puisque. Il a suffisamment mis de posts de blog pour montrer qu'il était avancé, pour qu'on puisse supposer que, sauf mort imminente, il devrait pouvoir finir. Et si mort imminente il y avait, le livre pourrait sortir dans l'état, peut-être pas exactement dans l'état où il aurait voulu. Par contre, quand on fait le calcul entre l'espérance de vie d'un être humain classique et le temps qu'il faudrait pour terminer, c'est-à-dire faire le livre d'après, c'est plus du tout réaliste. On avait fait à la sortie de Game of Thrones une vidéo dessus, de souvenirs, hein, et c'était déjà tendu. Là maintenant c'est plus possible. Mais j'ai envie de dire, il a fait son choix lui-même parce que déjà par ses propos et ses actions, dans ses propos, à un moment il a été interviewé pour savoir qu'est-ce qui était pour lui le plus important. Terminer son œuvre ou est-ce que c'est d'avoir créé un univers. Et il a dit que pour lui, ce qui est important, c'est créer l'univers. Et je crois qu'il prenait l'exemple de Tolkien en disant que c'est le Silmarillion, l'œuvre de Tolkien. C'est pas le Seigneur des Anneaux. Je crois que c'était ça la remarque qu'il avait fait. Et le deuxième truc, c'est que par ses actions, bah en fait, il met son argent là où sont ses mots, parce que effectivement, il a fait que multiplier sa présence sur les projets pour étoffer l'univers. Il est crédité de manière beaucoup plus présente sur House of the Dragon. Il a participé du coup au jeu. De ce qu'on comprend, il devrait peut-être y reparticiper s'il y a une adaptation. Donc effectivement, il y aura, à mon avis, pas de livre. Mais ce que j'ai découvert depuis qu'on a fait cette vidéo, c'est que, mine de rien, ça commence à s'installer le principe qu'un autre auteur finisse une série. La Roue du Temps, c'est un autre auteur qui a fini La Roue du Temps, ou en tout cas qui a avancé La Roue du Temps, puisque je crois qu'il ne va pas le Oui, mais on ne finir. saura jamais ce que Martin voulait faire avec ce roman. Alors, dans le cas de La Roue du Temps, je m'en fiche complètement que ce soit un autre auteur. J'ai pas envie de lire une fanfiction, j'ai envie de lire la suite de Martin. Alors, attention, parce que par exemple, dans La Roue du Temps, en fait, la femme de l'auteur a confié toutes les notes, et notamment les notes sur la manière dont l'histoire allait s'amener, pour que l'autre puisse écrire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le style d'écriture a changé. Oui, alors après, on peut quand même imaginer que d'avoir encore un jour les livres en main, mais il m'agace à partir sur plein de projets tout le temps. On sent qu'il est, je pense qu'il est dégoûté de Game of Thrones et lié à la série et comment la série a tourné. Mais moi, je pensais que le fait d'être très déçu par la fin de la série, parce qu'il l'a clairement fait comprendre, allait le rebooster. C'était vraiment pour lui l'occasion et en plus, ça allait être un carton en librairie, parce que c'était l'occasion pour lui de faire son GOT et de montrer que sa fin à lui surclasse complètement ce que proposait la série. Et il en aurait vendu des caisses et des caisses et des caisses. Et non, toujours pas. Bon. Bref. Moi, je vais vous parler de DC Comics, mon cher Greg. Pour vous dire que... Alors ça, c'est une série animée qui me fait plaisir. Harley Quinn, la nouvelle saison arrivera plus tôt que prévu. Et il y a surtout un premier trailer pour la série dérivée de la série Harley Quinn, qui s'appelle Kite Man. Donc c'est sur le super-héros au cerf-volant.
I'm a Non, Catman. c'est Scatman. Non, c'est Scatman. Je sais, Moi, c'est je sais. Kiteman. Mais je trouvais ça sympa C'est génial. de nous placer un petit peu ce monsieur. Et Kiteman sort le 18 juillet sur Max. Kiteman était dans la saison 1 de Harley Quinn. C'était le petit ami de Poison Ivy. Et vu que j'adore Harley Quinn, la série animée, qui est vraiment, vraiment, si vous l'avez jamais vu, que vous aimez DC, il faut vraiment sauter dessus. Voilà. J'ai commencé Suicide Squad Isekai, qui est sorti sur Max, mon cher Greg. Ah, et alors? J'ai regardé le premier épisode et je me suis dit, mais pourquoi continuerais-je de regarder ceci? C'est pas inintéressant, mais ça sort pas du lot. Je pense qu'il faut lui donner 5 épisodes. Parce que la personne Moi, qui est à l'écriture... Et il y a un truc aussi... La personne qui est à l'écriture est vraiment... quelqu'un qui est vraiment, vraiment doué. Il faut lui donner 5 épisodes. Oui, non, mais je vais... why not? Mais en tout cas, ça m'a vraiment confirmé que le Joker dans Suicide Squad est vraiment un personnage que je peux pas blairer. Alors, dans Batman, ça passe. Quand il est tout seul avec Joaquin Phoenix, il n'y a pas de souci. Mais alors, la sortie dans Suicide Squad avec Jared Leto, vraiment, j'en pouvais plus. Et là, dans l'anime, dès le premier épisode, j'en peux plus. Autre série, il y a la série Lanterns. Donc, il y a eu le feu vert de Max pour avoir 8 épisodes. Et la série donc, va suivre John Stewart et Hal Jordan sur Terre. Donc il y avait il y avait les rumeurs comme quoi la série sur la Green Lantern allait se passer dans l'espace avec plein de Green Lantern. Là on va se centrer sur John Stewart et Hal Jordan. Et il y a un truc que je voulais vous rajouter lié à ça, c'est que le PDG de HBO et de Max Canton, donc Casey Bloys, on a profité au moment de l'annonce de Lanterns pour dire qu'il allait y avoir un nouveau tag pour les séries de Warner et de HBO qui va s'appeler donc HBO Originals. Voilà, donc ça va concerner la série Harry Potter qui avance d'ailleurs, qui a trouvé son showrunner. Enfin, c'est une showrunner d'ailleurs. La série préquelle de Hit. Donc de ça, qui s'appelle Welcome to Derry, donc Lanterns et tout, et ça s'appellera HBO Originals. Donc ça va apparaître au début de la série. C'est vraiment du naming, hein, mais bon, je voulais le dire. À toi, mon cher Greg. Eh bien, news suivante, mon cher Kerr, c'est Highlander. Highlander, il y a eu des petites news de notre réalisateur qui est, pour rappel, hein, c'est Highlander, c'était un film que je n'attendais pas trop, mais le réalisateur de John Wick et Henry Cavill en Connor MacLeod, du coup, je suis un peu plus curieux. Ils ont annoncé qu'ils tournaient en janvier 2025 en Écosse. Alors ça, c'est un autre truc qui parle à mon oreille, parce que ça veut dire pas de fond vert. En tout cas, ils essaient de tourner un petit peu sur les lieux. Et mais coup, pas de soleil aussi. Pas de soleil, écoute, ça va pas les empêcher de tourner. Et j'ai envie de dire, on dit souvent qu'en Écosse, les gens ont le soleil dans le cœur qu'ils n'ont pas dans le ciel. Et c'est un peu comme en Picardie, hein, tu sais, on dit les gens pleurent 2 fois. Hein, la première fois quand ils y vont et la deuxième fois quand ils voient qu'ils doivent y rester quelques jours. Et du coup, pour revenir sur Connor MacLeod, donc le tournage se fait janvier et donc les analystes disent que donc il ne faut pas imaginer que le film sortira avant toute fin d'année 2025 et plus raisonnablement début 2026. Donc si vous voulez revoir Cavill avec des épées, va falloir prendre un peu votre mal en patience. Petite news, le pilote de Shogun a été... alors le pilote de Shogun a eu son scénario qui a été mis en ligne. Donc si vous voulez lire le script, de voir un peu comment c'est écrit, voir quelles sont les indications de jeu des acteurs, eh bien, c'est en ligne. Brad Pitt va jouer dans le nouveau film du réalisateur de Top Gun Maverick. Le film s'appelle F1. Il a eu un trailer qui a visiblement fracassé Internet. C'est ce que Kerr m'a dit. Après, Kerr me dit ça quasiment tous les trailers, faut être honnête. Le film va sortir sur Apple TV+, et eh bien, j'ai envie de dire, ce petit Joseph Kosinski, il est surtout connu pour vouloir faire du grand spectacle en très réel, comme il l'a fait sur Top Gun Maverick. On va voir s'il réussit à refaire ça
avec du coup Brad Pitt. Et est-ce que comme ça Brad Pitt a accepté d'être envoyé sur les différentes chicanes à pleine vitesse? Combien de crash a-t-il expérimenté pendant ce tournage? C'est ce que nous saurons à la fin. En tout cas, ça se déroule autour notamment du prix de F1 britannique. Mon cher Car, tu veux réagir parce que de nous deux, tu es celui... alors, j'aurais pu dire il y a quelques années, tu es de nous deux celui qui a le permis, mais comme je l'ai depuis 2 ans, oui, je sais, j'ai les cheveux gris, mais j'ai le permis depuis 2 ans. Maintenant, on peut juste dire que tu es celui qui aime le plus la voiture. Alors, sur le trailer, déjà, je vous conseille de le regarder. Le film sort au cinéma l'été prochain, donc potentiellement très gros blockbuster ciné de l'été prochain. Budget pharaonique et donc au casting, hein, tu l'as dit, Brad Pitt, mais aussi Javier Bardem notamment et Kerry Condon. Et le truc qui est intéressant, c'est qu'ils ont tourné à Silverstone et notamment pendant les Grands Prix. Et ils ont retourné des plans sur le Grand Prix de Silverstone là, de cette année visiblement. Et le truc est, alors ça fait du coup beaucoup parler parce qu'il y avait Brad Pitt au moment des Grands Prix, etc. Le film est produit par Lewis Hamilton. Et pour la petite histoire, Lewis Hamilton, donc producteur, alors je vais le tourner différemment. Ils ont balancé le trailer de F1 pendant le Grand Prix de Silverstone, dimanche. Film produit par Lewis Hamilton qui a gagné le Grand Prix de Silverstone et c'était sa première victoire en F1 depuis presque 3 saisons. Voilà, belle histoire, j'ai envie de dire que ce Grand Prix de Silverstone qui apparemment a été ouf, moi je l'ai pas vu, donc je vais être honnête, j'ai pas vu, et accompagné de la sortie du trailer de F1, qui est un film qui fait beaucoup parler et qui a l'air très très attendu. Et c'est vrai que les images du trailer donnent envie quand on sait qu'en plus tout n'est pas tourné pour l'instant, potentiellement. J'espère qu'on aura des vues du cockpit qui seront complètement dingues. Voilà. Tu veux que j'enchaîne, mon cher Greg ? Ce serait un plaisir. Mais si je vais te parler du film de la peur pour toi. Le film de la peur, c'est quoi ? C'est The Hunt for Gollum, le prochain film du Seigneur des Anneaux qui a été annoncé, on en a parlé dans une précédente vidéo, avec potentiellement Peter Jackson qui va travailler sur l'élaboration du scénario ou en tout cas l'idée globale du film, et puis ensuite être à la production. On verra si le rôle de Peter Jackson est vraiment important. Toujours est-il que Viggo Mortensen, alors il y a beaucoup de rumeurs sur le casting. Alors il y a par exemple Andy Serkis qui a dit que dans le film, Andy Serkis qui va revenir jouer Gollum, mais qui va aussi être le réalisateur du film. Andy Serkis a dit attention, hein, ça va être un film sur la Terre du Milieu vu à travers le regard de Gollum. Donc potentiellement, on va revoir plein de personnages que croise Gollum donc c'est vraiment niveau bas du sol, quoi. Les plans en drone, oui, on oublie, la caméra, elle dépasse pas les 60 cm. Et donc on verra potentiellement donc des personnages qu'a croisé Gollum et dans vous voyez ce très beau décor ? Non, il y a un rocher devant. Il y aurait Aragorn et c'était une des rumeurs, tu sais qui est Gandalf. D'ailleurs, Ian McKellen a fait une chute, mais il s'est remis de cette chute, donc tout va bien. Mais Viggo Mortensen, Aragorn, et ben lui, il a pris la parole sur le truc et il a dit une phrase que j'ai trouvée géniale. Il a dit pour moi le truc le plus important, c'est le scénario. S'il est bon, ok. Et il y a aussi le fait d'être fauché ou pas. Voilà, il a dit s'il est fauché, il ira. Et j'ai trouvé son honnêteté, voilà, c'est bien quoi. Viggo Mortensen qui est un acteur qui n'a pas pour habitude d'aller sur les grosses productions américaines récupérer un chèque, mais plutôt de partir sur des films indés. C'est un immense acteur d'ailleurs, Viggo Mortensen, au-delà de Aragorn où il était excellent dans le film. Mais c'est un acteur par exemple qui parle couramment plusieurs langues et tout. Il est capable de vous faire des films en français, en espagnol, etc., etc. Enfin, c'est vraiment un des acteurs que j'admire le plus. Il y a une déclaration, moi je continue mon cher Greg avec une déclaration de Maya Hawke qui joue la fille de Ethan Hawke. Mais bon, voilà, surtout Maya Hawke de Stranger Things qui nous a parlé de la dernière saison. Et elle a dit un truc un peu chelou. Elle a dit que tous les épisodes pourraient être comme des films. La presse a résumé le truc en disant les épisodes vont être super longs, ils vont durer la longueur d'un film.
peut-être c'est pas tout à fait ce qu'elle semble dire. Elle a dit que ils avaient mis beaucoup de temps à les tourner, qu'il y avait une écriture complexe, etc. Donc bon, on verra ce que ça va donner, mais là c'est en train de doucement commencer la promo de Stranger Things. On a le film Longlegs qui est sorti aux États-Unis et va arriver donc en juillet en France. Qui, au moment où je vous parle, est à 100% d'avis positif de la presse sur Rotten Tomatoes. Ça n'arrive pas tous les jours, donc on peut le saluer. Et il est décrit comme un des films les plus terrifiants de ces 10 dernières années. Et que certains sont sortis de Longlegs avec un mal au ventre. Alors il y avait tous ceux, bien évidemment, qui avaient mangé un truc pas frais avant d'aller au cinéma. Mais il y a peut-être aussi ceux qui ont eu très peur. Donc voilà, ça m'intrigue, moi, ça. Mais c'est peut-être aussi juste un élément de communication et qu'au final, on verra bien. Mais en tout cas, c'est un film que j'attends beaucoup. Voilà, mon cher Greg, à toi. Et bien, ma news suivante, c'est on a des news sur le film Gollum. Non, je plaisante, c'était aussi parce que je l'avais préparé. Du coup, eh bien, pour ceux qui sont curieux ou qui aiment bien Hellboy, eh bien, il y a le nouveau trailer du nouvel Hellboy qui s'appelle The Crookman. Il y a une vraie ambiance un peu gothico, mystère d'une forêt. On sent en fait, enfin, c'est pas du tout aussi grandiloquent que ce qu'on avait pu voir avec, par exemple, À Hellboy la Tokyo Hotel. et alors, grandiloquent, ouais, c'est dark. C'est dark. Et il y a ils ont parfois du rimel au-dessous des yeux, bien sûr. Et puisque on parle de Dark et de Rimmel, eh bien sachez qu'il y a le Dark Knight qui va revenir de deux manières. Il va tout simplement il va y avoir un film Batman Ninja contre les Yakuza qui va être une suite de Batman Ninja pour ceux qui avaient bien aimé ce film. Et à côté de ça, il y a Batman The Cape Crusader, qui est donc la nouvelle série animée qui se veut un peu de reprendre le flambeau de la série Batman que, à mon avis, vous aimez tout autant que moi, qu'on avait pu voir donc fin des années 90. Eh bien, Batman Cape Crusader, eh bien, ça sort le 1er août, donc on est vraiment tout proche, et on va voir si Warner a réussi à faire quelque chose de la même qualité que de l'époque. C'est à toi, mon cher Kerr. Alors moi, je vais vous parler d'un truc un peu cocasse qui est arrivé à Paramount. C'est que Paramount, donc qui possède, hein, tu l'as dit tout à l'heure, CBS, et avant, donc du coup, CBS Plus, qui avait ses propres séries. Et sur CBS Plus, on avait notamment les séries de Robert et Mitchell King, qui sont les personnes qui font d'excellentes séries et qui étaient derrière la série The Good Wife, et sur CBS Plus The Good Fight. Et ben ils avaient fait sur cette même plateforme leur nouvelle série qui s'appelle Evil. Il y a la critique des premiers épisodes sur la chaîne. La série a commencé en 2019 et maintenant elle est diffusée sur CBS. C'est une série qui est portée par une actrice que j'adore, qui est Katja Herbers, qu'on avait vu dans Westworld. Mais il y a aussi Mike Colter, donc le Luke Cage de Netflix. Il y a Asif Manvi. On a comment s'appelle-t-il, Michael Emerson, donc de Lost. Enfin, il y a vraiment un casting qui est intéressant, une série qui est plutôt intéressante sur le côté démoniaque ou pas d'ailleurs, et l'aspect religieux dans tout ça. Et je ne vais pas aller trop loin sur la série, juste pour vous dire que là, Paramount a commandé une saison 4, qu'ils ont annoncé dans la foulée qu'ils l'annulaient. Donc pas la saison 4 hein, mais la série, donc elle s'arrête à la fin de la saison 4. Les créateurs de la série et tout le casting veulent continuer. Paramount a dit non merci, ça ira, vous êtes bien gentil avec votre truc. Ils ont dit non au chômage en fait. De quoi ? Dans les interviews, ils ont juste dit non au chômage et du coup toute la presse a dit ils refusent que la série s'arrête. Non, ils veulent vraiment continuer. Moi, je suis par exemple l'actrice sur Twitter. Elle relaye très souvent les éléments que je. Pourquoi ça me surprend pas ? Pourquoi cette information me surprend pas ? Oh bah, je suis très très peu d'actrices sur Twitter, mais Katja Herbers, oui. Vous verrez qu'il n'a pas dit je suis très peu d'acteurs en englobant les gens des deux sexes. Non. Ne t'embête pas, c'est juste une remarque que je fais comme ça aux gens qui regardent.
je reviens à mon Evil pour vous dire donc la série est annulée, la série est actuellement en diffusion donc de sa dernière saison, sauf qu'entre-temps Paramount a vendu les droits de diffusion à Netflix des 3 premières saisons. Et aux États-Unis, eh ben, c'est un énorme carton au point que Evil soit la deuxième est actuellement au coude à coude aux États-Unis pour être la série la plus regardée en nombre de millions de vues, d'heures de visionnage avec les Bridgerton. Donc énorme carton et toutes plateformes confondues. Hein. Donc Evil est un énorme carton, ce qui fait penser que bah, potentiellement, alors que ce soit Netflix, soit Paramount, mais Evil pourrait avoir une nouvelle saison. Ça serait bien, même si je trouve que moi dès la saison Je 2 pense ça que part tu fais une fake news. Je vois pas la série dans Evil des... au-dessus de The Acolyte. C'est qu'un point de vue personnel. J'ai trouvé que la saison 2 était moins bien que la 1. La 1 est vraiment très très réussie, mais les critiques restent bonnes. J'ai toujours envie de la regarder, donc c'est cool. Et du coup, ça donne de l'espoir aux fans de la série Warrior. Alors, ça n'a rien à voir, mais Warrior a été récupéré par Max. Alors, c'était pas sur Max, mais c'était sur Cinemax avant. Cinemax appartenait à Warner. Ils ont tout fermé pour pouvoir ensuite tout mettre sur HBO Max, qui est devenu Max. Et en fermant Cinemax, bah, du coup, ils ont annulé les séries de Cinemax, dont Warrior, qui était créée par le créateur de Banshee, qui est une excellente série. Et figurez-vous que en récupérant, ils ont dit bon ben Warrior, c'est un vrai succès, la saison 2 a une bonne audience et surtout des avis qui sont extrêmement positifs. On va la sauver et on va la mettre sur Max. Ils ont fait une saison 3 et dès que la saison 3 est sortie, ils ont dit oh ben on annule. Et en annonçant derrière qu'ils vendaient les droits de diffusion à Netflix. Et du coup, là, c'est cet été que ça va débarquer sur Netflix aux États-Unis. Et du côté des fans de Warrior, on espère que la série va être un énorme carton sur Netflix, parce que Netflix, derrière, pourrait potentiellement financer une saison 4 et que la série ait une fin, une suite. Voilà. Parce qu'il n'y en a pas là pour l'instant. Donc voilà mon cher Greg pour Evil, donc ça c'était la première news que je voulais te faire, et ensuite je vais t'en faire très rapidement une ou deux. Petite surprise pour vous dire qu'il y a un nouveau film, Les Trois Mousquetaires, qui est en développement, donc suite de d'Artagnan et suite de Milady, donc Milady qui est sorti sur Canal mon cher Greg. J'avais pas mal aimé la première partie, j'ai commencé sur Canal la deuxième partie, donc Milady, et j'ai pas tenu très longtemps. Donc bon, je ne vais pas abandonner le film puisque je ne le jugerai que lorsque je l'aurai vu complètement, mais pour l'instant ça ne m'a pas captivé. Et ben la troisième partie sortirait donc en 2027. Et la dernière news que je voulais te faire, c'est Attends, je veux réagir. Vas-y, mais réagis, vas-y. Je veux réagir. En fait, le truc, c'est que donc j'ai vu le premier des Trois Mousquetaires. J'ai trouvé ça franchement pas mal du tout. J'avais l'impression que c'était un peu les aussi. Avengers français, tu vois. Ils étaient tous là, tous les acteurs s'étaient remis ensemble pour nous faire un film qui était là pour aller chercher le box-office. Et c'est vrai que je trouvais ça vachement prometteur. Effectivement, le deuxième que j'ai aussi vu, un manque de rythme, a des manques aussi simplement de scénario. Après, souvent, la partie qui est traitée dans la deuxième partie, c'est souvent la partie qui pêche le plus dans les adaptations de l'œuvre d'Alexandre Dumas. Et le truc, c'est que ça m'a mis dans un truc complètement absurde où je me suis mis à regarder plein d'autres adaptations des Trois Mousquetaires après, et j'ai notamment pu découvrir l'adaptation de juste avant, donc qui était avec Logan Lerman en D'Artagnan, et Ouais. mais quel nanar! Mais en fait, c'est incroyable à quel point les Trois Mousquetaires ont eu des films ok, pas mal, et des trucs, mais des nanarlands totaux. Et du coup, et puis c'est assez agréable de voir Moi, j'ai toujours bien aimé les Trois Mousquetaires, de le voir traité de plein de manières différentes comme ça. Un petit trip comme ça, de se focus une thématique pendant 2 semaines. C'était très marrant. Je te laisse continuer, mon cher Karl. Et mon cher Greg, as-tu regardé aussi dans cette vague-là d'intérêt pour les Trois Mousquetaires, le dessin animé Albert, le cinquième mousquetaire, qui était Alors, un je dessin animé de l'avais... notre enfance. j'étais pas né quand c'était à la télé. Quel mytho. Alors, si vous aimez aussi l'univers des mousquetaires et de Richelieu, etc., je vous conseille de lire les livres de Pierre Pevel qui s'appelle Les larmes du cardinal.
C'est une uchronie, c'est l'univers des mousquetaires. Alors, j'ai dire les 5, mais il n'y avait pas Albert. L'univers de Richelieu, mais dans une France qui est envahie par des dragons. Voilà, c'est original et c'est vachement bien. Il y a 3 tomes. Je me suis régalé avec ça. Les lames du cardinal de Pierre Pevel. Voilà. T'as une petite news, mon cher Greg. Toi qui suis le duo Dominique Purcell-Wentworth Miller comme personne, tu sais qu'après Prison Break, ils ont tourné ensemble dans une autre série qui s'appelle Tomorrow. Non, aide-moi le truc des super-héros de la CW. C'est The Flash et The tout. Arrowverse. Oui, mais dans le Arrowverse, il y avait une autre série. C'était Legends of Tomorrow, dit Daniel. Legends of Tomorrow. C'était en fait et ben, le ils Arrowverse vont retourner ensemble avait dans une prévu nouvelle d'avoir série. vraiment quelque chose de plus gros, mieux construit, mieux écrit, avec plus de budget, et c'était Legend of Tomorrow. Ou pas du tout. Moi, j'avais Edge of Tomorrow en tête, mais c'est parce qu'en fait, ils ont reparlé d'une potentielle suite à Edge of Tomorrow. Mais en tout cas, pour vous revenir sur vraiment ce qui vous intéresse, c'est pas le blockbuster avec Tom Cruise, mais c'est vraiment le duo Wentworth Miller et Dominique Purcell. Ils vont retourner ensemble dans une série qui s'appelle Snatchback. L'histoire donc d'une équipe d'agents secrets qui sont chargés de la libération d'otages à travers le monde. Voilà mon cher Greg. Donc dans Prison Break ils étaient enfermés et là dans cette nouvelle série ils vont libérer des gens. Mais dans Prison Break, le frère, il libérait les gens déjà. Bah, en fait il libérait son frère en se faisant incarcérer. Oui. Donc c'est pareil. Ouais. Ok, du coup, on enchaîne. Alors, il y a, encore une fois, plein de news IA, mais je vais essayer de les passer vite. Toys R Us, donc, grande chaîne de magasins de jouets que vous ne trouverez plus en France parce qu'ils ont fait faillite, eh bien, a décidé aux États-Unis de faire quelque chose d'incroyable et de faire entièrement leur nouvelle pub via une IA, via Sora, donc c'est la version vidéo de OpenAI. Voilà, donc une société qui a fait beaucoup de bons choix, qui continue de faire des bons choix. On continue avec ça. Il y a un truc assez marrant. Apple a fait une grande conférence pour annoncer que ils allaient mettre de l'IA dans l'Apple Intelligence. Ça, c'est vraiment le truc le plus lame que j'ai entendu depuis longtemps. Et du coup, ils vont faire un deal pour avoir donc de l'IA. Et ils ont la leur, mais ils ont aussi un deal avec OpenAI. Du coup, ça fait que Apple, qui est Apple TV+, a un deal avec OpenAI. Et ça fait flipper, du coup. Alors, je pense que Apple a peut-être même pas réfléchi à Apple TV+, quand ils ont fait le deal pour mettre de l'IA dans les téléphones. Mais le truc, c'est que ça a commencé à faire flipper d'autres personnes. Microsoft a des gros deals avec OpenAI. Alors, c'est plus que des deals, ils sont investisseurs. Et le truc, c'est que de l'autre côté des GAFAM, Amazon, qui eux se sont pas placés, et Meta qui s'est toujours pas placé, du coup se mettent en défenseur des droits. Donc tu te dis que vraiment en fait ils font un combat éternel. Et donc ils sont en train d'aider la fondation de Ligue pour la défense des droits d'auteur. C'est marrant de la part de Facebook. Et du coup, on enquille sur les IA. Il y a l'industrie de la musique qui est en train de faire une class action. Ils demandent 350 millions de dollars du coup, à certains moteurs pour en fait dire vous avez entraîné votre IA sur notre musique, donc on va vous demander des pesos. Et alors, mon petit résumé de dossier, je vous invite à regarder des vidéos spécialisées dessus parce que c'est quand même marrant. Il y a Adobe. Adobe, c'est quoi ? Vous devez sans doute utiliser des PDF et connaître Adobe Acrobat, mais sachez que pour les monteurs, le logiciel, en tout cas un des logiciels les plus utilisés, c'est Adobe Premiere. Et Adobe Premiere, qui est le mastodonte de la vidéo, il y a un abonnement mensuel pour les créateurs comme nous. Il y a un abonnement pour du coup profiter de Adobe et de pouvoir utiliser leur logiciel de montage. Jusque-là, Kerr, il me regarde avec des yeux complètement morts, il s'en fout. Mais
attention, Adobe qui, du coup, a changé les conditions générales de vente du soir au lendemain en disant que, en gros... C'est de l'Adobe ? Et justement, on y vient. Et le truc, c'est qu'ils ont changé les conditions générales en disant que, du coup, ils se donnaient une propriété d'usage de tout contenu ingéré dans leur cloud ou produit par leurs outils. Ça crée un gros bad buzz parce qu'évidemment il y a des créateurs de contenu ou les boîtes de production n'ont pas envie que leur contenu soit possédé par Adobe de quelque manière que ce soit, surtout que c'est pas un truc qui est gratuit, ils payent Adobe. Et du coup, Adobe a fait une news pour clarifier les choses en disant ne vous inquiétez pas, c'est pas pour entraîner l'IA Firefly, sachant que Adobe a plein d'IA. Donc des gens ont dit pourquoi est-ce que vous êtes aussi précis ? C'est étrange. Et là, d'un seul coup, ça a déclenché un énorme backlash sur les réseaux sociaux, et au point où Adobe a dû rétropédaler et refaire leurs conditions générales de vente en disant oui, mais non, en fait, en vrai, c'est que pour des raisons d'usage, etc. Finalité, je vous fais l'histoire courte. Là maintenant, ils ont intégré un énorme paragraphe pour dire qu'ils n'utiliseront pas les données des gens pour pouvoir entraîner leur IA. Ils ne veulent plus posséder les vidéos, etc. Et du coup, les concurrents comme Blackmagic avec DaVinci, qui sont d'autres logiciels de montage, se sont donnés à cœur joie en mettant du coup en premier argument de vente, ou en tout cas dans les arguments de vente, le fait qu'ils n'utilisent pas nos contenus pour créer et entraîner les IA. Et du coup, tu parlais de boycott tout à l'heure, c'est exactement ce qui s'est passé. Une grosse société s'est dit « Hey, il y a peut-être l'opportunité que les gens nous donnent tout leur contenu gratuitement. Et en plus, ils nous payent. » Et en fait, ils ont perdu tellement d'abonnements en peu de temps qu'ils ont fait des vidéos avec leurs juristes qui expliquent le contrat pour dire « Ne vous inquiétez pas, en fait, c'est juste une manière de présenter les choses. » Et donc, il y a eu un gros rétropédalage. Et les gens qui vendent des logiciels de montage ont compris qu'il ne fallait surtout pas faire ça. Et maintenant, mettent en argument commercial qu'ils ne le feront pas. Donc je trouve ça marrant, et pour le coup, c'est quelque chose où c'est vraiment le client a réussi à boycotter la grosse société qui voulait les faire chier. Tu veux enchaîner, mon cher K, ou tu veux réagir? Ça me fait un peu penser à ce qui est arrivé à Sony avec Helldivers sur Steam, qui a forcé donc le géant à rétro-pédaler. Alors pour Sony, bien évidemment, c'est à court terme. Moi, je vais enchaîner pour vous annoncer une mauvaise nouvelle. C'est le décès de John Lando, qui est un géant du cinéma américain. Pourquoi est-ce que c'est un géant ? Parce que c'est le producteur, mon cher Greg, il a eu quelques petits succès dans sa vie, on va dire. Titanic, Avatar et Avatar 2, c'était le producteur des films de James Cameron. Il est décédé d'un cancer à l'âge de 63 ans. Donc voilà, RIP, John Lando. Donc triste nouvelle. Alors là, je le dis avec du second degré, autre triste nouvelle. On a une date de sortie pour le nouveau Godzilla X Kong. C'est en mars 2027 au cinéma. Alors certains vont dire oui, c'est une triste nouvelle, il va falloir attendre 2027. D'autres vont se dire oh là, c'est une triste nouvelle, il y a un nouveau Godzilla X Kong. Voilà, et ceux qui sont vraiment pas optimistes doivent se dire oh là mon Dieu, il va y avoir une année 2027. Bref, je vais vous parler de The Bear maintenant. La saison 3 et la saison 4 qui devaient être tournées à la suite, l'une et l'autre, finalement n'ont pas été tournées à la suite, et donc il va y avoir une coupure plus importante que prévu entre la saison 3 et la saison 4. Saison 3 qui est sortie aux États-Unis et qui débarque en France mi-juillet. Tous les épisodes d'un coup, excellente critique encore une fois pour ce qui est probablement la meilleure série Disney+ en France. C'est assez facile en même temps. Donc sachez que la raison du fait que la saison 4 n'a pas été tournée à la suite, c'est que le scénario n'était pas prêt. Et que contrairement à certaines séries, et je ne cible pas particulièrement The Rings of Power, on a besoin que les scénarios soient prêts pour tourner. Puis j'ai une dernière petite news. Ah non, j'en ai encore plein en fait. Alors une autre news. Ouais, j'ai encore deux, je l'ai fait, comme ça c'est plié mon chagrin, que je te laisse conclure.
Marvel sera de retour au Hall H du San Diego Comic Con cette année. Donc ils n'y étaient pas l'année dernière, ils sont de retour. Et si vous y allez, vous savez même dans quel hall ils y sont grâce à moi, c'est dans le H. Sachez enfin que Ben Mendelsohn va reprendre son rôle de Krennic qu'il avait eu dans Rogue One dans la saison 2 de Andor. Voilà, j'en ai terminé pour mes news. Alors moi j'ai non, j'en ai encore plein. Non, je rigole, vas-y. Alors du coup, je vais terminer mes news par deux petites choses que j'ai trouvées un peu nulles, mais qui m'ont fait sourire. La première chose, c'est il y a une première image de Agatha. On s'en fout du nom puisqu'il a changé 10 fois la série Marvel sur Disney+. Et il y a même un trailer qui est sorti aujourd'hui. Est absolument horrible. On a l'impression que c'est Hocus Pocus fait 25 ans après. J'ai vraiment des doutes sur le fait que Marvel va être capable de relever un petit peu, tourner le gouvernail pour l'amener en dehors du grand champ de cailloux, mais nous verrons. Et alors, le deuxième truc... Tu veux une vanne? L'affiche sur moi, sur le temps... Non, l'affiche d'Agatha, c'est un copier-coller, un beau plagiat d'une affiche de Twilight. Même couleur, même conception. Et le trailer donc, qui est sorti d'Agatha, je l'ai commencé et j'étais tellement pas dedans que je suis allé faire autre chose, sans m'en rendre compte. Voilà. Donc moi, je suis hyper hypé par la série Agatha. Et alors, le deuxième truc où on a eu des images, alors là pour le coup, c'est des images de tournage. Ma chère Nina, si tu peux les mettre, on a eu les premières images de tournage du nouveau Superman avec le reveal de 2 nouvelles personnes. Il va y avoir Hawk Girl, mais également on a une petite image de Nathan Fillon en Green Lantern. Et mon cher Kerr, je suis très très curieux d'avoir ton avis sur l'image que va mettre la chère Danielle, parce que c'est l'angoisse. C'est-à-dire que du coup, on a l'impression qu'ils sont en train de produire un nanar total. Je sais pas du tout où ce Superman va, mais on a l'impression de regarder un sketch, tu vois, de Saturday Night Live. Tout va être retouché par Andy. C'est comme la première apparition de la grande méchante. On s'était... on s'était moqué de son costume. Alors qu'en fait, il va être complètement refait à l'ordi puisqu'elle n'a pas une apparence humaine. Oui, mais Green Lantern, Nathan Fillon, oui. Et sauf que Nathan Fillon, là, c'est dur. Hein. Et sur les photos de tournage, parce qu'il y en a beaucoup, on voit également un personnage de la série Peacemaker. Je vous dirai pas lequel, mais il y a un des personnages de Peacemaker qui est dans Superman. Et du coup, eh bien, je te laisse le mot de la fin ou les dernières news, c'est comme tu veux. Non, mot de la fin. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous de suivre la chaîne. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifs. Sinon, vous loupez les vidéos. N'hésitez pas à regarder nos vidéos House of the Dragon. Toutes les autres, bien évidemment, il y a un top 5 de Nolan qui est sorti récemment. Moi, je vous dis à tous et à toutes une bonne fin de journée. Ciao, bisous!